10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur la radio de la géniale Taxi FM. Très heureux de vous retrouver, mes confrères et moi. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Acha Ibrahim, le patron du journal Le Temps Nouveau, Fioklou Adanglenou, du journal L'Enquêteur, Ambroise Kondjo, des Guadian. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Joël Lega, notre confrère du journal Fraternité. Avec eux, nous reviendrons sur les sujets essentiels de l'actualité. Nous parlerons politique, nous parlerons également éducation. Bienvenue. 93.1 Taxi FM. Avec mes confrères en studio, juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Alors, chez vos marchands de journaux et dans les kiosques à journaux, vous avez le quotidien Liberté qui est dans les kiosques. Il y a aussi le quotidien Forum de la semaine. Liberté, on en a parlé le matin. Et Forum de la semaine évoque la question du dialogue politique avec la porte-parole de la coalition et moi-même étions présents lorsque le communiqué a été signé par les ministres ghanéens et guinéens, a affirmé Gilbert Bawara. Vous lirez cette confidence donc dans le journal Forum de la semaine ce matin. Et par rapport toujours à ce dialogue intertogolais le 15 février prochain, le net salue déjà cette avancée et un appel à la sincérité des acteurs. L'article à lire dans le journal Forum de la semaine. Il y a aussi le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, qui est dans le kiosque ce matin, on en a parlé dans Taxi Media Show. Il y a également le billet hebdomadaire L'Alternative, le billet hebdomadaire L'éveil de la Nation. Vous avez dans le kiosque ce matin l'hebdomadaire Le Médium. Il y a Edu News également, le bimensuel qui est dans le kiosque ce matin. L'autre bimensuel, c'est Économie et Développement. L'hebdomadaire Courrier de la République. Le bimensuel sportif, l'équipe sportive est aussi dans le kiosque ce matin. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Avec mes confrères en studio ce matin, Acha Ibrahim. Acha, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers de notre taxi. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir pris place dans notre taxi avec une température optimale, 16 degrés ici en studio. Ça fait quand même bon vivre. Bonjour, Fioklou Adanglenou. Bonjour Saint-Éric et Gator. Vous allez bien? Je vais bien. Bonjour aux passagers et aux éditeurs de Taxi FM. Bonjour Ambroise, bonjour. Oui, Eric, bonjour. Bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Taxi FM. Aujourd'hui, c'est le 6 février. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, 6 février, dans le monde des médias? Alors, 6 février, ça doit faire aujourd'hui 365 jours que la télévision, LCF et la radio City FM sont fermées par la HAC. C'est bien cela. Il a fait un devoir de mémoire, c'est bien ça. Vous évoquez Ambroise Kondjo, 12 mois après la fermeture de cette radio et de cette télévision, 12 mois après que la HAC a décidé de mettre en chômage certains Togolais. Non, c'est la tristesse face à la prédation de la presse, à ceux qui ont voulu mettre sous éteignoir le rôle important que joue ou que doit jouer la presse dans le développement démocratique d'un pays, surtout du Togo, le nôtre. Je crois que il est une chose, vous savez, quand vous êtes journaliste, au quotidien, vous êtes amené à arracher votre liberté, quel que soit le prix que ça vous coûte. Certes, avec le respect des règles internationales régissant la liberté de presse.
nos pays africains ont concocté leurs lois selon leur manière. C'est-à-dire que chaque pays fait ce qu'il veut pour pouvoir contingenter, tant soit peu, limiter la liberté. On ne peut pas limiter la liberté de presse. Encore moins la liberté d'expression. Puisque d'aucuns pensent que c'est la même chose. Il y a une nuance entre les deux. La liberté de presse, un ami m'a invité. Je lui dis, tu connais bien ma position sur ce sujet. Il me dit, c'est juste un exemple, il me dit, mon frère, je sais là où je travaille, mais sache que la liberté s'arrache. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne vais pas donner le média, encore moins situer la tendance du média. C'est pour vous dire que les confrères sont épris de la défense de cette liberté-là, qui a été durement acquise dans les années 90. Oui. Point, on ne peut plus retourner en arrière. On ne peut jamais. C'est pourquoi, quand certaines personnes font semblant de protéger la liberté, alors qu'ils sont en train de la détruire, de vouloir la détruire, il ne peut pas la détruire, de vouloir la restreindre, il ne peut pas y arriver. Parce que au jour le jour, tant que la technologie évolue, la liberté va s'instaurer durablement, quoi que l'on en dise. Vous allez voir au Kenya, on a fermé des médias. Mais les gens ont réagi, ils sont obligés d'ouvrir cela. C'est la Cour suprême qui a réagi. Parce que la Cour ne veut pas qu'il y ait une entorse à la liberté de la presse. Donc aujourd'hui au Togo, fermer LCF, quel que soit le motif évoqué, c'est un recul du Togo en matière de liberté de presse au plan international. Ça, il faudrait que les tenants de cette décision inique le prennent en compte, le sachent aujourd'hui que la liberté, ça doit s'arracher à tous les prix. Puisqu'on le dit souvent, oui. Même si c'est au prix du sang, cette liberté doit être arrachée. Très bien. Acha Ibrahim. Oui, mais je vous donnerai la parole, ne vous avez pas tu fais rouler. Non, il faut dire que c'est un épisode triste dans l'histoire de la presse togolaise, parce que c'est un média que la ville de Lomé et même de ses environs a fini par adopter dans le paysage médiatique, et les émissions sont de grande facture, sans oublier les confrères qui officient là-bas. Vous comprenez que c'est des amis avec qui nous partageons toutes les peines de la presse togolaise, et les voir au chômage, vraiment ça n'a pas été en tout cas facile à accepter. Nous disons que voilà, c'est un incident, et si les autorités de la HAC estiment que LCF, le groupe Sud Média, peut reprendre la procédure et avoir accès à ces fréquences, je pense que ce serait une très bonne chose. Ce serait la démocratie togolaise qui va grandir. Mais si on estime que c'est une page fermée, vraiment c'est triste, parce que c'est un média, quoi qu'on dise, qui a marqué le paysage médiatique togolais. Fioclou, c'est vrai que ce matin, le directeur, je ne sais pas s'il faut l'appeler le directeur, mais l'ancien directeur de LCF, nous a envoyé un message ce matin remerciant les promoteurs de ces deux organes, monsieur Pascal Bodjona et son épouse Zaina Bodjona. Il les remercie d'avoir pendant 10 ans investi dans cette chaîne, la radio et la télévision. Il a aussi remercié dans ce message qui nous a été envoyé ses anciens collègues, ceux qui pendant de longues années se sont investis véritablement pour le développement de ces deux chaînes-là. Il dit, je cite, ils sont tous vivants, en forme, joyeux, même bien engagés sur d'autres fronts, avec plus ou moins de succès. Bien qu'ayant pas trop été sur place au pays, j'ai toujours eu de leurs nouvelles. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer nombre d'entre eux à Lomé ici. D'autres se sont même mobilisés à leurs frais pour m'aider à accompagner ma mère à sa dernière demeure. Et écrivait donc Luc Abaké. Qu'il me soit alors permis en ces circonstances de louer et de lui rendre grâce pour ces merveilles qu'il opère dans la vie de ces jeunes vaillants, dans la collaboration. À un peu plus de 2 années, m'a conforté donc à l'idée qu'effectivement le Togo a de la richesse, la vraie et l'unique, qui peut servir à construire un pays, pour peu que l'on sache l'inspirer, l'orienter, l'exploiter à bon escient. Je parle naturellement de cette jeunesse aussi talentueuse que regorge ce pays. Je saisis justement cette occasion pour les saluer au passage, en même temps que je leur exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude pour cette franche et heureuse complicité que nous avons initiée, entretenue ensemble, et qui nous a permis durant ce temps de rendre du rêve ou de vendre du rêve à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Il me
vient encore à l'esprit qu'au moment de cette si douloureuse séparation, je leur avais dit en des termes, en des mots simples, mais empreints de foi, partez dans la foi et soyez fiers car vous n'avez commis aucune faute. Je m'en serais voulu si la HAC nous avait reproché une faute professionnelle pour fonder sa décision de rompre notre contrat avec le nombre des médias et du public qui nous est resté fidèle. À partir du moment où ce n'est pas le cas, sachez simplement que Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, les poissons dans l'eau, etc., ne vous laissera guère tomber. Aujourd'hui, un an après, j'observe avec un vif intérêt que j'avais vu juste et je suis encore plus heureux. Puisse Dieu continuer donc de réaliser ces miracles et ces merveilles dans la vie de ces jeunes frères et amis pour qui, vous l'aurez compris, j'ai un attachement particulier. Avant de conclure, je voudrais en venir à mon deuxième constat qui reste que malgré les soubresauts, les intempéries sociales et politiques, malgré les manœuvres dilatoires, les Togolais n'ont aucunement oublié les 2 chaînes de télé, de radio dont les produits leur ont été sevrés il y a un an. Les témoignages restent patents et parfaitement édifiants. Il a donc fallu que LCF et City FM soient fermés pour que je me rende compte que je découvre avec intérêt que ces outils que j'avais le privilège de diriger étaient précieux et même importants aussi bien dans la sphère politique qu'au sein de la société togolaise elle-même. C'est incroyable toute l'appréciation que les Togolais avaient et ont toujours des programmes de LCF et City FM. Je m'en avais jamais conscience. C'est donc vrai qu'il y avait une vraie magie qui s'opérait à partir des antennes, des 2 chaînes sur l'ensemble de tous ceux qui nous faisait cette gentillesse de me suivre. Voilà quelques extraits du message que le directeur de LCF, dans le temps, il y a un an quand même, nous a envoyé ce matin. Fioclou à Danglou. Oui, pour le problème de LCF et de City FM, il faut faire un pas en arrière pour savoir comment ces 2 chaînes ont été constituées. Il faut connaître les promoteurs et les objectifs. À ce que je sache, je ne voudrais pas faire de déballage ici, mais je sais que ces 2 chaînes ont été mises sur le pied pour un but. Oui. Et au cours de l'exercice, il y avait eu plusieurs changements et que M. Pascal Bodjona avait assumé la direction pour un temps et avec son équipe. Et il est vrai aussi que M. Bodjona Pascal soit en disgrâce. Oui. Ça explique tout. Et ça explique tout. Et il faut dire que c'est un règlement politique et non un règlement sur les médias. Moi je voudrais... Ambroise. Je voudrais dire en fait que, quel que soit le promoteur, quels que soient les objectifs fixés à ce média, j'ai compris qu'il y a des gens épris de paix et de liberté qui ont voulu concevoir un média pour la jeunesse d'abord et ensuite pour la liberté, pour la démocratie. Je crois que c'est la vision là que ces messieurs et dames, M. Bodjona et sa femme ont eu en créant ce média. Et au-delà de l'emploi que ce média a créé, ce média a déchaîné des foules de l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'entre temps, le média était sur le câble. Et ça avec des émissions qu'on animait, je ne vous dis pas ce que ça a créé comme dégâts à la suite de sa fermeture. Je l'ai dit tantôt que aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais au demeurant, je crois que ma foi me dit que ce média reviendra avec les mêmes propriétaires. Ça ne va pas durer. Je ne suis pas encore sur la liste de la prophétie, mais je dis... J'allais justement vous demander si vous êtes en train de prophétiser. Cette prophétie a toujours cours. Un cours. Hein. Oui. Là et aussi. Les mêmes promoteurs viendront certainement avec force et avec plus de tonicité, avec plus d'éventail en termes de couverture médiatique de ce média. Je ne l'invente pas. Vous savez, des fois vous êtes inspiré, vous avez des messages. Et c'est ce que vous arrivez à révéler souvent aux yeux du monde. Ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Et on va prier à ce que cela y arrive. C'est en cela que j'encourage les promoteurs à garder la foi, à persévérer dans cette défense de la protection de la liberté et de la promotion de la jeunesse. Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire d'autre à faire. Bonjour Joël les gars. Merci de nous avoir rejoints. Je pense que si Ambroise ne m'a pas tellement compris. Non, je ne t'ai pas répondu. Non, je sais que tu n'avais pas répondu. Tu as parlé. Si tu m'avais compris,
ce qu'il vient de dire Tu as dit la là. même chose que moi, pratiquement. Et puis tu parles de garder la foi. de garder la foi que ceux qui ont en main dernièrement la direction vont revenir en même temps. Alors que ce n'est pas le cas comme je te l'ai dit. Vous croyez pas, puisque c'est un règlement politique. Ce n'est pas que je ne crois pas. Change, c'est ça? Ce n'est pas qu'à moi que le régime change. Ce problème peut être résolu autrement, d'après moi. Ce problème pourrait être résolu À l'amiable. À l'amiable. Parce que mettre une 80aine de Togolais sur le carreau, c'est grave. Et je pense ici et maintenant qu'il faut que dans les jours à venir, on revienne sur ce dossier pour que ces deux chaînes puissent rouvrir. Joël, un an après la fermeture de LCF et City FM, on s'en souvient comme c'était hier. Hein. Oui, je fasse carrément une lecture d'abord un peu spirituelle, que je fasse d'abord une lecture un peu spirituelle de la chose. Parce que le 6 avril, la fermeture de LCF, 6 avril, un an plus tôt, on libérait Pascal Bodjona, à qui appartient le LCF. Oui. J'ai souvenance des déclarations que le monsieur a fait sur le parvis de la prison civile de Tchévier. Ça y est, si Dieu a voulu que celui qui a choisi de mettre en prison me libère un 6, et donc que sa volonté, enfin, on doit voilà, que sa volonté se fasse et qu'on le remercie. Et vous avez souvenance que dans notre publication, dans une de nos dernières publications, nous avons fait cette lecture-là du fait que Faure Gnassingbé aime souvent agir avec le 6. Et si on a choisi le 6 pour fermer LCF, ça veut dire que LCF dérangeait à un niveau donné. Bon. LCF dérange à un niveau donné parce que le même pouvoir, les mêmes autorités qui avaient laissé cette chaîne officier, et cette chaîne couvrait, je crois qu'un mois même plus tôt, la chaîne a couvert les événements officiels du pouvoir. On n'a rien trouvé à dire, et c'est maintenant, c'est après des années qu'on retrouve. C'est après des années qu'on retrouve que LCF a opéré dans l'illégalité. On ne retrouve plus le récépissé qu'on avait délivré à l'autorisation plutôt des maîtres qu'on avait remis à LCF, etc. Donc moi je me dis, si c'est possible aujourd'hui, peut-être qu'avec le recul, on pourrait chercher à ravaler ce qu'on avait fait. Et puisque Feu Pitang Tchala est parti avec dans son patrimoine le fait d'avoir été l'homme qui a posé l'acte, si Willy Brown Telou, le confrère Willy Brown Telou, peut du haut de ses compétences de journaliste raisonner le pouvoir pour qu'on rétablisse LCF dans ses droits. Ce ne sera... Non, mais il faut qu'il le tente. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça la grandeur d'un homme, ça dit qu'il faut oser. Non, si on estime aujourd'hui que la fermeture de LCF et CTFM relève, n'est-ce pas, d'un règlement politique, que peut faire un Willy Brown Telou qui a été mis là-bas par des politiques? Oui, mais justement, c'est-à-dire que ces moyens de règlement politique, sont nourris par des hommes. Ces moyens de règlement politique sont nourris par des hommes. C'est vrai que on lui demande d'aller faire des observations sur un système qui lui a permis, lui, d'arriver là-bas. Mais s'il faut passer par là pour construire la nation, il faut passer par là parce que le rétablissement de LCF participe à l'apaisement aussi. Hein. Vous savez, ça dit que le vide que LCF a laissé, que la fermeture de LCF a laissé dans le paysage médiatique, le vide là est toujours réel aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sentent, quand tu vas sur les chaînes, tu zappes, il y a cette approche-là, cette offre-là que LCF propose qui manque aujourd'hui dans le paysage. Et donc, je pense que ça participe forcément à l'apaisement, ça participe forcément à requinquer un peu l'image du pouvoir. Et si ils posent le pas de réouvrir LCF, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont notamment fermé, et c'est à eux également de choisir de le réouvrir pour grandir. D'accord. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. On va aborder un autre sujet, beaucoup plus politique, avec déjà cette sanction de la CEDEAO vis-à-vis de certaines personnalités bissau-guinéennes. C'est Faure Gnassingbé qui a quand même signé cette décision parce que président en exercice de la CEDEAO
plusieurs personnalités bissau-guinéennes ont été sanctionnées parce qu'ils font entorse à la gouvernance démocratique et le respect de l'état de droit dans ce pays-là. On va y revenir forcément, mais d'abord l'actualité au Togo, et c'est les discussions qui ont été voulues finalement par tous les acteurs pour un règlement pacifique de la crise togolaise. Les acteurs se sont mis d'accord pour que ce soit le 15 février, le lendemain de Saint-Valentin, comme disait un confrère ce matin à l'antenne, que les acteurs ont décidé de se rencontrer pour discuter. Et déjà, on a aussi le sentiment que les uns et les autres violent déjà les termes de l'accord, puisqu'il est mentionné qu'il n'y aurait pas de rassemblement, il n'y aurait pas de manifestation publique dès la signature de ce communiqué, il n'y aura plus de manifestation avant, pendant les discussions politiques. Or, on a vu les femmes unir. On a vu la coalition dans les rues également le samedi. Est-ce que ça ne complique pas finalement le travail, comme le confrère Sam Diabo l'a écrit ce matin, même si le journal a beaucoup parlé de l'opposition qui semble montrer quelques signes de blocage déjà par rapport à cette discussion. Acha d'abord. Bon, bah, il faut dire que ce communiqué est sorti le vendredi un peu tard. C'est-à-dire que c'est autour de 8 heures que nous avons pris connaissance de ce communiqué. Et quand j'ai eu aussi à appeler certaines personnes pour vérifier est-ce qu'à leur niveau, ils ont connaissance de ce communiqué. C'est avec 20h. Voilà. C'est avec étonnement que certains... non, pas 20h, c'est la matinée de vendredi. C'est dans la matinée. En tout cas, c'est dans la matinée de vendredi que le communiqué a été plus ou moins rendu public. Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire que les acteurs sont bien au courant avant. Ils sont bien au courant, mais sauf que dans chaque chapelle, on a fait semblant de garder l'information, attendant les voix les plus autorisées, de les divulguer, parce qu'il ne sert à rien d'aller à une réunion, vous prenez un acte, il y a un communiqué, quand vous venez, vous n'avez pas vraiment la prérogative de rendre public ce communiqué, mais il revient aux voix les plus autorisées, puisque ce sont les médiateurs qui sont arrivés, il leur revient de les publier. Donc personnellement, c'est le vendredi que j'ai pris connaissance de ce communiqué, et j'avoue que quand j'ai eu à appeler certaines personnes, on m'a dit que non, bon, ils vont vérifier, et finalement c'est ça, on a su que c'était un communiqué qui est sorti. Et même quand il était sorti, j'ai vu des groupes de jeunes proches de l'opposition qui étaient déjà en caravane de mobilisation pour mobiliser leurs troupes pour la marche de samedi. Oui, c'est compliqué dans cette un peu compliqué de reporter, d'annuler. Tout à fait. Donc c'est là où je voulais en venir pour dire que les gens se sont déjà apprêtés pour les manifestations de samedi, et les gens ont commencé par mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire que l'érection des appartements, la location des véhicules, de la sonorisation, tout ça, toutes les commandes étaient déjà faites. Donc je me dis que pour ne pas, dans un cas comme dans l'autre, bien évidemment, du côté du pouvoir aussi, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà engagées. Quand vous allez au stade au mini-stade de Forever, il y avait déjà des signes que le site allait abriter une manifestation des jeunes et des femmes plutôt du parti. Donc les gens se sont dit que bon, ben voilà, on a déjà engagé, ils ont fermé les yeux là-dessus et chacun a manifesté le samedi. Donc nous prierons, ou bien c'est un souhait que moi j'exprime personnellement, que ça s'arrête avec ces manifestations et que à partir d'aujourd'hui, et que chacun soit dans la logique, dans la dynamique d'aller vers, comment l'appelle-t-on là, le dialogue, avec un esprit de faire évoluer la situation dans notre pays et de sortir le pays de cette crise. Sinon, si on veut encore manifester, et pendant ce temps on est en train de dialoguer, je pense qu'on dit le bien ne fait pas du bruit, le bruit aussi ne fait pas du bien. Donc voilà, il faudrait tout faire pour laisser du côté les casseroles, les bruits et tout ça là, pour qu'on se concentre sur le dialogue et chacun puisse faire valoir son argument, et surtout qu'on n'aille pas en position, je le dis toujours, en position de vainqueur, ou bien on va pour dominer, on va pour damer le pion à qui que ce soit, mais il faut savoir qu'on va pour lutter pour l'intérêt général, on y va, on va à ce dialogue pour sortir le Togo d'une situation et faire en sorte que le pays se repositionne et retrouve son sourire d'antan. Alors, Fogna Singbe, dès le début du mois de novembre, a promis ouvrir les discussions. Ça a traîné un petit peu, mais 4 mois après, ces discussions vont avoir lieu. Je parle de 4 mois parce que
début novembre à maintenant, ça fait 4 mois que les discussions étaient dans les tuyaux. Quelle analyse peut-on en faire aujourd'hui, Joël, les gars, à votre niveau, aujourd'hui, puisqu'on ne connaît pas même l'ordre du jour? Tout ce dont on sait, c'est qu'au début des discussions, on parlera de ceux qui sont en prison dans le cadre des incendies des marchés de Lomé et de Kara, et puis des manifestations ou des manifestants qui ont été appréhendés lors des manifestations de l'opposition depuis lors. Oui, moi je voudrais d'abord faire une précision. Ce qui a été publié le matin du vendredi dernier, ce n'était pas un accord, mais c'est un communiqué. Oui, c'est un communiqué. C'est un communiqué. Mais quand on dit que les gens violent, on viole quoi? Le communiqué n'engage que celui qui le publie. Parce que non. Oui. Vous avez, quand vous lisez le confrère Forum de la semaine ce matin, la confidence du ministre Gilbert Bawara, qui disait que tout le monde était là lors de la signature de ce communiqué. On va revenir. Oui, on va revenir sur le fond tout à l'heure. On va revenir sur le fond. Mais bon, si on publie un document signé par les médiateurs, je crois que les médiateurs lancent des pistes, ils émettent des souhaits, ils invitent les acteurs à. Ce n'est pas un dictat. Et donc, cela dit, je ne vois. Excusez-moi de vous contredire, mais si les médiateurs sortent un communiqué, ça veut dire que les médiateurs ont discuté au préalable avec les deux entités. Oui, justement, si les médiateurs ont discuté au préalable avec deux entités. Mais quand on parle de l'arrêt des manifestations, je ne vois en quoi est-ce que ça empêche de tenir un dialogue. C'est-à-dire que... La sérénité des discussions. Attendez, quelle sérénité? Est-ce que les manifestations ont été violentes? Est-ce que les manifestations ont été... Ce qui s'est passé samedi, ça a empêché quelqu'un d'aller par exemple discuter, puisque la coalition a dit sa stratégie, c'est on fait la pression, on négocie. On fait la pression, on fait la pression, on négocie. Bon, maintenant, ce qui fait paradoxe pour moi, c'est que jusque-là, la coalition n'a pas dit non, on n'était pas là quand le communiqué a été signé. Quand Bawara a déclaré qu'ils étaient là quand le communiqué a été signé, la coalition n'a pas interjecté ce que Bawara a dit. Ouais. Maintenant, vous avez lu le communiqué de la coalition juste après le communiqué des médiateurs? Justement, la coalition dit qu'elle prend acte. Qu'elle prend acte. Laissez-moi aller. Mais qu'elle demande à avoir des éclaircissements. Mais le paradoxe, c'est que pourquoi ils n'ont pas exigé les clarifications avant qu'on ne publie le communiqué? Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé que, parce que quand on dit le dialogue va s'ouvrir le 15, mais avant le dialogue il y aura les préalables. Le 15, qu'est-ce qu'il y aura? On rentre dans le dialogue ou bien on va faire les préalables à partir du 15? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Non, mais soyons sincères. C'est-à-dire que moi je m'étais dit, les médiateurs, leur rôle, enfin les envoyés des médiateurs, leur rôle devait servir à se plancher quand même sur les préalables, à voir dans quel délai on va les exécuter avant l'ouverture du dialogue. C'est-à-dire que cette semaine normale devait permettre d'exécuter les préalables, de définir même le cadre, et on ouvre le dialogue. Mais on s'est rendu compte que même le cadre, on n'a pas réussi à se convenir sur ça, pendant qu'il y avait une avancée qui a été faite déjà fin novembre quand le Ghana était seul médiateur. Oui. Il y avait une avancée qui a été faite, on a convenu d'un dialogue à 7-7, c'est-à-dire 7 de chaque côté, et on discute. Bon, maintenant, on a remis à plat tout ce qui a été fait le fin novembre dernier. Donc je me dis, quel a été vraiment l'acquis? Le seul acquis, c'est que le 15, on va s'asseoir pour discuter. Bon, maintenant, on va s'asseoir, on va pas rentrer dans les discussions réelles, mais on va d'abord se pencher sur les préalables. Et moi, c'est en cela je dis, la coalition a joué un rôle insuffisant. Normalement, la coalition devrait déjà, même avant qu'on ne puisse le communiquer, dire non, sur ce point-là, on n'est pas d'accord, il faut qu'on le clarifie. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont aller chercher des clarifications. Et ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont aller chercher des éclaircissements, c'est ça? C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont aller chercher des éclaircissements ou bien des clarifications, enfin, peu importe comment ils le qualifient. Et ce n'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Et maintenant, on attend de voir si, à la lumière de ce qu'il y a eu le samedi dernier, si d'ici le lendemain du 15, il n'y aura pas encore des gens dans la rue. D'accord, on va voir tout cela. Je voulais juste rappeler quand même les thèmes du communiqué, le point 4 et le point 5.
où il est dit, au point 4 d'abord, tous les acteurs, ça veut dire qu'ils se sont rencontrés, ils ont discuté, tous les acteurs conviennent de la suspension des manifestations publiques à compter de la publication de la date du dialogue, et ce jusqu'à sa tenue et pendant son déroulement. Le point 5, la liste des participants et l'agenda du dialogue seront déterminés dans le cadre des travaux préliminaires. Ça veut dire que rien n'est encore joué. Il y a une date, mais tout peut basculer encore. Non, le problème, c'est que les porte-paroles du parti au pouvoir et de la coalition qui étaient dans la salle n'ont pas joué pleinement leur rôle. Parce que les histoires de clarification et autres, là, tout devait être débattu avant que le communiqué ne soit pondu. Bon, moi, aujourd'hui, je considère que le plus dur reste à faire. Ça dit que c'est à la date du 15 que les travaux préparatoires même vont commencer avec les ordres du jour et les préalables. Comme j'ai l'habitude de dire ici, il faut commencer et au cours des travaux éliminer les préalables. Là. Je pense que c'est ça qui va arriver. Alors, on s'est quand même rendu compte que la plupart des préalables n'étaient pas quand même dans le contentieux. Oui. Le contentieux, c'est le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora, l'amélioration du cadre électoral, et voilà. C'est ça le contentieux. Le vote de la diaspora, les élections de 2018 pour les législatives, même pour les présidentielles de 2020, moi je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour faire le recensement afin que la diaspora puisse voter, parce que ça prend du temps. Bon. Puisqu'on avait voulu essayer entre-temps et on a vu le budget qu'il fallait dégager pour ça. C'est pourquoi on avait laissé tomber. En même temps, ce sont des Togolais et il n'y a pas de sacrifice plus louable que d'aider les Togolais à s'émanciper. D'abord, pour réagir par rapport à ce que... Allez-y, Ambroise Konjo. Je crois que personne n'a demandé au pouvoir de courir derrière les élections. Hein. C'était déjà prévu depuis des années. Ça, c'est un de deux. Ce pouvoir, quand il est prêt à aller créer de la zizanie en son profit, il se lance dans des conneries. Et vous savez pourquoi je dis des conneries? Pourquoi vous parlez de conneries, justement? Vous savez que les gens sont en train de manifester depuis 6 mois. Vous n'avez jamais daigné penser à ce qu'il y ait eu un dialogue consensuel entre vous avant de désigner même le président de la CENI, de composer la CENI, d'aller sur le terrain même de la refonte de la loi concernant la décentralisation. Alors que cette loi-là, on en a besoin pour justement organiser les élections locales. Ça, c'est un. De deux, les gens réclament des choses. Mais quand on me dit que qui est souverain dans ce pays? C'est le peuple qui est souverain. Oui. Si c'est pour le peuple et le peuple dont la diaspora fait partie, si on veut aller à cette diaspora-là pour que cette diaspora fasse partie des gens qui votent, mais c'est très facile de le faire. Si c'est dans l'intérêt du pouvoir, là, ils le feront. Ça, c'est ce qui est des détails qui a été évoqué par mon grand frère Fioclo. Maintenant, au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette histoire de bonne foi qui souffre, dont va souffrir ce dialogue. Pourquoi je dis ça? On a des choses sérieuses à discuter dans ce dialogue. Vous libérez 2 personnes, vous prenez 4. Vous libérez 1, vous prenez 3. Donc, vous voulez aussi poser cette histoire d'arrestation des gens comme étant un point de discussion pour ouvrir le dialogue, dans le début du dialogue. Alors que l'essentialité à discuter, c'est la crise au Togo, comment sortir le Togo de la crise. Je voudrais rappeler, Ambroise, oui, à votre endroit et à l'endroit de ceux qui nous écoutent, que l'opposition a posé des préalables. Des préalables sans lesquels elle ne pourra pas participer, en tout cas la coalition, à des discussions. Les médiateurs ont estimé qu'il va falloir s'asseoir et qu'ensemble, on débatte du sujet. Ce sujet, en principe, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans qu'on amène ce débat autour de la table? Non. Puisqu'on parle des incendies, ça n'a rien à voir en réalité avec le communiqué du gouvernement clarifiait clairement que, compte tenu de l'apaisement, oui, nous allons voir ce qu'on peut faire pour libérer des gens concernant les incendies, surtout ceux-là qui ne sont pas trop liés par les affaires judiciaires. Je n'ai pas le communiqué sous mes yeux, mais j'ai cru comprendre que ceux-là qui ont été arrêtés au cours des manifestations et ceux qui sont concernés par tout ça là seront élargis, oui, avec une certaine... Mais si vous pensez pouvoir le faire pour que le Togo sorte de la crise, libérez les gens pour commencer un dialogue, parler maintenant du Togo, parler de la Constitution et autres.
Ça, moi, je ne le prends pas comme... Ça dit que le pouvoir a tendance... Vous avez le sentiment qu'on est en train de laisser la proie... C'est le dilatoire. Oui, c'est-à-dire que justement, c'est ça. On laisse l'essentiel, on s'occupe des conneries. C'est-à-dire, je cherche des mots... Oui, accessoires, disons accessoires. Ce n'est même pas accessoires là. Oui, des futilités. Parce que vous avez arrêté des gens qui n'ont rien fait. Je sais qu'ils m'écoutent. Ils m'ont dit, mais de quoi ils se mêlent, il sait quoi. Les jeunes de Mbweke, qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne n'a dit ça sur les radios. Comme quoi les jeunes de Mbweke ont fait tant. Même en France, quand on vous dit vous êtes fiché, on ne vous prend pas. En matière pénale, quand vous le commettez, on peut avoir tous les éléments qui concourent à ce qu'on vous dise que vous aurez à commettre une infraction. Mais quand vous ne commettez pas l'infraction, il n'y a pas de pénal. On ne vous arrête pas. On ne vous arrête pas, on ne vous enferme pas. Mais on tombe des nuits au Togo, on enferme des gens sans pouvoir dire ce qu'ils ont fait. On a dit qu'on a trouvé des gourdins, des bidons d'essence quelque part. Mais est-ce que les gens ont commis des actes? Encore faudra-t-il qu'on nous montre des preuves que ces jeunes-là ont fait ça. Donc c'est pour vous dire que c'est la politique de la terre brûlée. On veut en faire aussi un préalable pour en faire un point de discussion au cours du dialogue, pour élaguer les sujets, pour mettre en arrière... Vous avez envie de dire que c'est fait à dessein par le pouvoir. Un petit peu comme de la prise d'otage. Ils sont toujours comme ça. Ils ne vont pas changer tant qu'ils n'auront pas la bonne foi et la volonté de changer. Bien, Acha Ibrahim. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'il y aura des facilitateurs. Et nous n'allons pas dire que le pouvoir, les dirigeants, les responsables du pays sont de connivence avec les facilitateurs. Auquel cas, c'est leur crédibilité aussi qui est en jeu. Et donc, moi, je me dis que, comme il y a des préalables fixés par l'opposition qui demandent à ce qu'il y ait des libérations, qu'il y ait un nombre de mesures d'apaisement prises par le pouvoir avant d'aller au dialogue, donc les facilitateurs ont estimé que dans les discussions préliminaires, c'est bien dit discussions préliminaires, donc ce qui ne voudrait pas dire que c'est le dialogue à proprement parler sur certains points donnés de la crise qui commence, mais dans les discussions préliminaires, ils vont s'entendre sur les mesures d'apaisement en tout cas que doit prendre le pouvoir, c'est-à-dire que le régime en place, pour qu'ensemble ils déblaient le terrain pour s'attaquer aux problèmes de réforme constitutionnelle et institutionnelle et la question du vote de la diaspora. À cette allure, les discussions sont encore parties pour des jours et des jours. Oui, c'est ce que Ambroise disait. Parce que le contentieux de la libération des personnes qui ont été arrêtées dans l'affaire des incendies des marchés. Oui. C'est ce que Ambroise disait. Ambroise disait qu'il s'agit de faire montre de bonne foi. Moi, je me dis que si de chaque côté, on veut vraiment discuter des questions politiques, des questions qui ont trait à la crise, je pense que dans les discussions préliminaires, les gens ne vont pas perdre du temps. Si les gens veulent que la crise s'éternise, là, ils vont faire le dilatoire, comme le disait Ambroise. Mais il faut dire qu'il y aura quand même, il y a les facilitateurs qui sont là plutôt, autant pour moi, qui ont obligation de résultat, parce que c'est leur crédibilité qui est en jeu. Donc il leur revient maintenant de faire la police de cette discussion. Si les gens s'écartent de l'essentiel, je pense qu'il leur revient aussi de les recadrer et de leur dire que voilà, nous sommes venus pour tel, allons sur ce terrain, faisons ceci, faisons ceci. Et les facilitateurs aussi pourront dire au gouvernement que pour des mesures d'apaisement, ceux-ci demandent ceci, ce n'est pas de la mer à boire, faites ceci, je pense que ça peut les contacter. Et vous savez, quand on parle de discussion, quand on parle de dialogue, c'est des concessions. On n'impose pas. Si l'opposition vient et dit que bon, voilà, si vous ne faites pas ça, on ne fait pas ceci, ça va bloquer. Alors si le pouvoir aussi arrive et dit que si vous nous demandez ceci, si vous touchez ce point-là, nous quittons, ça va bloquer. Donc ici, il s'agit de faire quoi? D'aimer son pays. Je parle du patriotisme. De tout faire pour que ce dialogue-là débouche sur des résolutions consensuelles pour sortir le pays de la crise. C'est ça l'essentiel. Mais quand les gens veulent s'accrocher à des petits privilèges, les gens veulent, comme Ambroise le disait, s'accrocher aux discussions périphériques, ça va plomber le dialogue. Donc, il leur revient maintenant de jouer à la responsabilité et de savoir qu'ils ont une lourde responsabilité face à l'histoire. Et le peuple souverain les observe. Je vous demanderai tout à l'heure si le peuple doit maintenir la pression constante sur les deux entités qui seront autour de la table, c'est-à-dire pouvoir et opposition. Il y a quand même une interview que le confrère Courrier de la République a publiée ce matin. C'est le ministre Gilbert Bawa qui réagissait. Il disait, je cite, « Au regard des effets néfastes et préjudiciables de la situation actuelle sur la cohésion nationale et sur les activités économiques, personne n'a intérêt à rechercher une pérennisation d'un climat de crispation. » C'est quand même une bonne lecture de la situation. Non, mais ça veut dire chacun doit s'y mettre pour la résolution de la crise. Oui, mais c'est une déclaration politique. Hein.
Ah oui? Non, c'est une déclaration politique. Ça veut rien dire? Ça ne veut absolument rien dire, en ce sens qu'on sait Non, mais celui attendez. qui... Là, non, vous mon frère. nous dites de ne pas Ça croire veut aux dire politiques que- finalement est-ce quand que- ils parlent. Est-ce que vous croyez que le camp, ceux qui marchent, veulent que la situation se pérennise? C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que il y a deux protagonistes en face. Voilà un protagoniste qui dit personne n'a intérêt à ce que la situation se pérennise. Pendant que c'est à ce protagoniste-là qu'on demande de faire des concessions. Hein? Ça veut dire qu'il est sur la voie de céder. D'exécuter des préalables. Oui, mais si ça peut être une déclaration de bonne intention qui sera soutenue par des actes, bravo. Bravo, parce que c'est ce qu'on souhaite. Mais quand je reviens sur le communiqué, quand le communiqué dit en son dernier point que la liste des participants et autres seront définis lors des discussions préliminaires, ça veut dire que le 15, ce n'est pas le dialogue. Non, à proprement parler, non. Ça veut dire que le 15, ce n'est pas le dialogue. Non, ça peut vouloir dire, excusez-moi, ça peut vouloir dire, aujourd'hui on est quoi? On est le 6. Ça peut vouloir dire qu'aujourd'hui, les discussions préliminaires sont en cours. Justement, est-ce que... Jusqu'au 15, non, la discussion même démarre. Ça veut dire que le communiqué a été très laconique. Le communiqué a affirmé... Non, le communiqué a affirmé et s'est désaffirmé. C'est-à-dire que vous dites le dialogue commence le 15. Le dialogue commence le 15. À la fin du communiqué, vous parlez des préliminaires qu'il y aura avant le dialogue. Mais comment ces préliminaires sont gérés? Qui gère ces préliminaires? Qui gère ces préliminaires? Ça se tient de camp à camp. Avant qu'on arrive au 15. Mais ça veut dire que c'est un communiqué qui a été fait à la va-vite. Et moi je dis, ça m'est resté au travers de la gauche quand Mme Adjamabou n'a pas réagi jusqu'ici pour dire où est-ce qu'elle était quand ce communiqué a été signé. Elle a donné son aval à ce communiqué. Mais qu'elle le dise. Mais si elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle était là. Mais comment est-ce que on a fait marcher des gens pendant 4 mois, 5 mois même, 6 mois, 6 mois, et on publie un communiqué au minimum. Un communiqué qui laisse tellement de trous. Maintenant, quand je rentre dans le fond du communiqué, quand on parle de la libération des détenus dans l'affaire des incendies, moi je dis personnellement je suis contre. En ce sens que cette question ne concerne pas le contentieux. Le contentieux. Mais pourquoi on me fait de la surenchère? Ça, c'est la coalition qui demande ça. Oui, mais c'est la coalition, je dis, d'accord, on est solidaire, certes, autour de l'ANC pour l'histoire des incendies, parce que c'est l'ANC seul qui est concerné dans cette histoire. Oui. Voilà. Il y avait aussi c'est l'ANC seul. Les Adja et autres. Non, je crois que oui, mais provisoirement, oui. Il parle maintenant de ceux qui sont encore en détention. Oui, non, il est sous contrôle judiciaire. Non, il parle. Ceux qui sont en détention. Oui, il parle de ceux qui sont en détention. Moi, je dis, quand on amène l'affaire des incendies dans les préliminaires pour le dialogue, mais c'est de la diversion. C'est de la diversion et on n'a pas besoin d'investir des énergies sur cette histoire avant d'arriver au dialogue. On peut profiter de l'occasion. Oui, mais attends, mon frère. Ce qu'on peut tolérer, c'est la libération de tous ceux qui ont été arrêtés depuis le 19 août et jusqu'ici. Hein? Parce que ça fait partie d'un nouveau débat politique qui a été ouvert. On brûlé les édifices publics, il faut les libérer. Oui, justement. Maintenant, qu'on dise qu'on voit comment les libérer, quelles sont les conditions de leur libération, d'accord, on peut encore tolérer ça, mais qu'on amène une affaire qui est postérieure au 19 août, moi je ne trouve pas du tout. Oui, antérieur. Merci beaucoup, mon frère. Qui est antérieur au 19 août, mais je ne trouve vraiment pas le bien fondé. Et certes, solidarité au sein de la coalition, d'accord, mais qu'on ait le courage de dire non. Mais si on a encore le temps de se rattraper, mais quand on ira, qu'on dise non, que cette histoire, que ce soit une discussion entre l'ANC et le gouvernement avec le soutien de la coalition, mais que ce ne soit pas que ce ne soit pas inscrit à l'agenda des discussions, parce que ça va perdre du temps pour rien. Alors on comprend finalement la suprématie de l'ANC dans la coalition. Non, mon frère, ce n'est pas pour autant une suprématie. L'ANC a réussi à imposer sa vision. Est-ce qu'aujourd'hui, moi j'ai discuté avec des partenaires la fois dernière qui ont... Le constat est là. Quand vous voyez les images, l'ANC a disparu du terrain. L'ANC est noyé aujourd'hui. L'ANC est noyé aujourd'hui. Donc moi je crois que pour quand même... Vous êtes sûr que l'ANC est noyé? Mon frère, pour dégager quelqu'un qui a longtemps occupé une place, il faut quand même le ménager. Il faut le ménager. Et la loi de la solidarité oblige à ce que on ne dise pas toujours qu'on n'est pas d'accord sur ça pour tu nous mènes en bateau. Mais en fait, on est en train de gérer l'ANC. Mais qu'on puisse rattraper ce qu'on n'a pas pu faire pour dire dès le 15 février que non, la question des incendies,
Et on soutient l'ANC, mais que ça soit discuté entre l'ANC et le gouvernement, Moi, parce que c'est lui qui est mené dans cette Vous histoire. devez avoir la parole maintenant, avant vous, Ambroise. Oui, je soutiens en partie ce que vient de dire mon jeune frère Joël, que le problème des incendies est un faux fuyant. Nous sommes sur un terrain politique et le problème de l'incendie a été tellement dur à avaler en ce moment-là. Donc aujourd'hui, le problème de préalable dont on parle ne concernera que les manifestations ou bien les prisonniers du 19 août à ce jour. Et dans le nombre de ces prisonniers, il y a des prisonniers qui ont cassé des édifices, qui ont commis du vandalisme, et ceux-là qui sont arrêtés comme ça avec leur moto. Bon, ce qui veut dire que les facilitateurs qui sont là savent que le problème concerne plus le pouvoir que l'opposition. Parce que c'est le pouvoir qui doit donner. Et comme l'a dit tantôt mon frère Acha, en matière de dialogue, il y a le donner et le recevoir. Ce qui veut dire que le pouvoir doit mettre un peu de l'eau dans son vin. L'opposition, elle aussi, doit mettre de l'eau dans son vin. Et pour qu'il n'y ait pas un vainqueur et un vaincu. Ambroise disait tantôt que le pouvoir, c'est ce qu'il est en train de faire. Il arrête 3 personnes, vous demandez qu'on libère, il libère une personne, il en arrête 3 autres. Il en ajoute pour vous amener à la table de discussion et vous allez négocier plutôt la libération de ces gens-là plutôt que de discuter des choses sérieuses. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas dépasser ces clivages pour régler le problème togolais de fond en comble? Je disais chaque fois quand je viens dans ce studio que ce dialogue, c'est un dialogue inter-togolais. Et c'est nous-mêmes, Togolais, qui devons nous mettre autour d'une table pour régler la crise. Sauf qu'il n'y a pas la bonne foi. Et le problème, l'heure est arrivée. La date, c'est le 15. Moi, je me suis dit, entre-temps, comme je te l'ai dit tantôt avant de venir dans ce studio, que c'est le plus dur qui va commencer le 15. Le plus dur, c'est-à-dire la coalition est là, au nombre de 14 partis. Ils sont tous là, mais n'ont pas la même valeur. Oui. Ça, et politiquement, ils se sont... le poids politique. Le poids politique est là. Est-ce que... Moi, j'ai discuté avec un des leurs la dernière fois. Il m'a dit, nous avons ceux qui devaient aller pour la discussion préparatoire et ceux-là qui vont assister même aux discussions. Bon, est-ce que... Ils sont 7. Oui. On peut les énumérer, mais bon, peut-être un peu plus tard. Est-ce que ils auront le mandat d'aller discuter comme cela se doit? Est-ce que le pouvoir, leurs représentants qui seront là, auront les mandats pour dire oui et non au cours du dialogue, ou bien... On va en parler tout à l'heure après la pause. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Retour en studio avec mes confrères. Ça discute en studio pendant la pause. Joël les gars, fraternité, Ambroise Pondio de Gua, Diane Fioklo Adanglenou, l'enquêteur, et Acha Ibrahim, temps nouveau. Alors, les discussions vont s'ouvrir. C'est ce qui a été retenu. Si Jésus ne revient pas d'ici là, c'est le 15 février. Et cette question, ce matin, nous connaissons l'histoire des discussions politiques au Togo. On connaît l'histoire des discussions politiques. Est-ce que on est encore en train d'aller, comme le confrère d'Alternative a écrit ce matin, à un nouveau marché de dupes, Ambroise Pondio? Oui, on peut le croire, hein, parce que, à moins que les acteurs veulent cette fois-ci être sincères, ce dialogue risque de ressembler à celui de Togo Télécom. Les gens ont déjà tout préparé sur le papier. S'ils ne font pas ça, nous on va quitter la salle, on va aller rendre compte à qui de droit. C'est la phrase utile que nos amis qui sont au pouvoir utilisent souvent. Et tout laisse transparaître que nous risquons d'aller ce schéma-là. Sauf que certaines langues qui se délient font croire que cette fois-ci ce serait du sérieux. Moi, je reste Saint-Thomas pour croire ce sérieux-là. Parce que je ne vois pas Klasso laisser son poste de Premier ministre
Parce qu'il doit y avoir un autre gouvernement qui va amener un opposant, par exemple, pour un gouvernement de transition. Je ne le vois pas. Non, Ça, non, c'est non, juste, mais en même temps, c'est non, juste non. un exemple. Oui, mais sauf que c'est l'homme Classou Parce ne que sera ce pas éternel pouvoir- à la primature. Il y a trop de businessmen dans ce pouvoir. Trop de businessmen. Vous savez ce que ça a coûté? Vous ne voyez qu'au niveau du pouvoir, hein. Au niveau de l'opposition, il n'y a pas de businessman. Il y en a aussi, Ah, des d'accord. businessmen au niveau du... Parce que on va vous dire qu'il y a de l'argent qui circule. Parce que tous ceux qui sont dans la coalition, ça ne s'en cache pas, ne sont pas du tout d'accord avec certaines positions d'autres leaders. Mais ils sont obligés d'y rester parce que le voile sera levé. Donc on fait un effort de maintenir la contingence pour ne pas apparaître aux yeux du monde comme nous sommes les traîtres. Ça c'est un. De deux, il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens qui sont épris du dialogue, qui sont eux pour le dialogue dans cette coalition de l'opposition. Et ces gens-là ne voudront pas qu'il y ait une marche éternelle. Ils ont déjà critiqué l'ANC par le passé pour ça. Le CAR notamment, disons. Je vais parler bien du CAR et il y a encore un autre parti. Mais aujourd'hui, d'abord il faut les encourager, les féliciter pour s'être réunis jusqu'alors. Malgré la guerre et certaines mésententes, ça existe. Même dans une famille de père et mère, il y en a ça. Maintenant, du côté du pouvoir, vous ne comprenez pas que cette anarchie profite à des bitosards, à des businessmen. Ceux qui organisent tout ça là, sur le terrain de Forever, c'est de l'argent. Si la crise s'estompe, nous on va trouver quoi pour manger. Ceux qui sont au gouvernement, qui ont fait 10 ans, qui ne veulent pas partir, restons comme ça. C'est pourquoi je donne l'exemple de Classou tout à l'heure. Classou ne voudra pas. Les gens peuvent aller pourquoi une fixation, pourquoi une fixation sur le Premier ministre? Non, c'est juste un exemple. Vous pouvez en prendre un autre. C'est un symbole aussi, à titre indicatif de tout ce qui se passe dans le parti uni. Si on vous dit la guerre qu'il y a les membres d'un même parti pour contrôler tel marché ou telle position politique ou telle sphère politique, vous ne croirez pas. Donc ceux-là ne voudront pas que le changement arrive dans ce pays, le Togo. Bien. Pour terminer. Oui, justement, terminé. Je vous donne la parole à un Je autre. crois que le dialogue là devait être le dernier dialogue. Parce que je crois comprendre que tout le monde est fatigué de la crise au Togo. Y compris les militaires, y compris les gendarmes, y compris les policiers. Parce que la crise qui couvre, non, attendez. je t'en parle, la crise qui secoue tous les secteurs d'activité n'épargne pas ceux-là que je viens de citer. Non, ils n'ont jamais rien dit. Oui, mais c'est la grande muette quand même. Enfin. Comment appelle-t-on l'armée togolaise? C'est la grande muette. Non, Mais les qu'est-ce que armées les sont pas seulement l'armée veux-tu togolaise que- qu'on appelle la muette. Hein. Toutes Quand les ça- armées sont dénommées comme ça. Joël et Eric, quand ça a commencé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont averti quelqu'un avant de prendre les armes? Ne me dites pas. Donc, vous êtes dans les secrets des dieux. Non. Vous travaillez en C'est-à-dire renseignement. que je suis en train d'analyser par rapport à ce qui se passe ailleurs. Le dernier qui travaille en renseignement a été abattu. Vous savez, et moi je prierai que ceux qui sont au pouvoir, surtout ceux qui sont au pouvoir, Merci Ambroise. de faire en sorte que le problème togolais soit trouvé, le minimum au moins soit trouvé dans ce dialogue. Acha Ibrahim, est-ce qu'il y aura de la sincérité dans ce nouveau round politique aujourd'hui, 6 mois après le déclenchement des manifestations politiques au Togo? Aujourd'hui, quand on écoute les uns et les autres, je veux parler bien des acteurs, hein, au niveau du gouvernement, Bawara a dit qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui, que personne n'a intérêt aujourd'hui à laisser pourrir la situation parce qu'on est tellement avancé dans le pourrissement que on ne peut plus tolérer ça. Et quand on écoute les opposants, enfin, il y a d'autres qui nous disent de même plus les appeler les opposants parce que c'est assez péjoratif. Bon, quand on les écoute aussi, ils montrent leur disponibilité. Or, au Togo, les discussions politiques, le dialogue a une histoire. On y va, mais on s'en sort toujours sans rien du tout. Est-ce qu'il faut croire aujourd'hui à ce nouveau rendez-vous des hommes politiques? Oui, il faut croire à ce rendez-vous parce que ce rendez-vous ressemble beaucoup plus au rendez-vous d'après les élections de 2005. Vous savez que lorsque nous étions allés au dialogue inter-togolais, je pense que c'est ce qui fait que même ce dialogue est appelé dialogue inter-togolais. Le dialogue qui va s'ouvrir le 15 est déjà, dans certaines officines, on commence pas à parler de dialogue inter-togolais. Donc, oui, inter-togolais parce que ce sont Togolais qui vont discuter. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour dire que ça aura en tout cas le même aspect que le dialogue qui a donné, en tout cas au cours duquel on a eu à conclure des accords et ça a débouché sur l'accord politique global. C'est pour dire qu'il y a cette fois-ci la présence des médiateurs, c'est-à-dire que des facilitateurs. Et ces gens ont
sans vous tromper, leur crédibilité en jeu. Parce qu'ils doivent œuvrer à ce que ce dialogue aboutisse. Et quand vous prenez... Un instant, quand vous prenez... Oui, non, c'est pas pour vous arrêter, mais en 2006, lorsqu'on a signé l'accord politique global, il y avait bien un facilitateur. Vous vous rappelez? Justement, c'est pourquoi on a eu un accord politique global. Mais après cela, tout ce qui s'est déroulé, c'était entre Togolais. Et c'était dans quelle atmosphère? C'était dans l'atmosphère de CPDC. Et là-bas, c'était de la surenchère. Chacun allait pour faire le plus de zèle, pour plaire peut-être à une chapelle. Quand vous voyez des gens aller représenter certains partis, quand ils disent on va tout faire pour faire capoter les choses, ou bien on va à ce dialogue, ils ne disent rien, ils sont restés muets au cours du dialogue jusqu'à la fin. Je vais parler de l'expérience de Togo Télécom 2. Mais avec des gens comme ça, vous comprenez que c'est des gens qui sont allés pas pour dialoguer, mais pour faire un zèle politique. C'est ce que nous devons éviter au cours de ce dialogue. Il faut demander à tous les acteurs qui seront à ce dialogue que c'est un dialogue pour sortir le Togo de la crise. Et comme je le disais tantôt, tous ceux qui vont participer à ce dialogue ont une responsabilité devant l'histoire. Parce que si ce dialogue n'aboutit pas, ils en seront responsables et tout ce qui adviendra, ils porteront ça sur leur conscience. C'est pourquoi nous disons que le peuple souverain doit faire pression sur les deux entités, c'est-à-dire par pouvoir et opposition. Tous ceux qui iront pour ce dialogue doivent tout faire, je dis bien tout faire, regarder l'intérêt général pour sauver le pays, pour sortir le pays de cette crise. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, le pays, ce qui m'intéresse aussi, doit accepter perdre tout. Non, pas ça. Quand on parle de dialogue, c'est pas pour aller perdre tout, c'est pour aller faire des concessions dans l'intérêt général. C'est ce que nous disons. Et ce qui m'intéresse dans ce présent dialogue, c'est qu'avec les Anglais, et pas des Anglais, mais ceux qui ont une tradition anglo-saxonne, ils disent « law is law ». La loi, c'est la loi. Oui. Ils ne viennent pas faire de compromission. On est intransigeant. Donc, ça aussi, ça peut nous aider. Parce que les gens sont habitués à faire des jongleries avec la loi, des acrobaties avec la loi. Ce qui est simple à concevoir, ils compliquent la situation. Parce qu'avec l'anglais, les Anglais qui sont... quand je dis anglais, excusez-moi. Oui, bien sûr, les anglo-saxons, voilà, les anglophones plutôt, qui sont beaucoup plus pragmatiques. Ils ont une tradition beaucoup plus pragmatique. On vous dira, mais non. Ce que nous sommes en train de dire là, voilà, ce point-là, comment vous voyez ça? Donnez votre point de vue. Cessez de discuter, de devenir des sophistes en employant des mots pour plaire, en habillant, en faisant vraiment des récits, de la rhétorique. Vous pensez qu'on est en train de faire le dialogue, ce n'est pas ça. La rhétorique ne vient pas dans le dialogue. C'est des choses pragmatiques, concrètes. Nous sommes d'accord pour ceci ou nous ne sommes pas d'accord pour ceci. Mais être d'accord et ne pas être d'accord ou bien épiloguer, faire comment l'appelle-t-on là, du sophisme autour des questions assez simples. Les anglo-saxons, eux, n'aiment pas ça. Les anglophones n'aiment pas ça. Donc ils vont tout faire pour que les gens s'entendent, pour que les gens soient clairs sur leur position. Alors, il n'y a pas à dire que non, ceci là, bon, nous pensons que si on fait ceci, mais nous ne donnons pas notre accord. Il n'y a pas ça. À peu près là, il n'y a pas ça. Parce qu'aujourd'hui, aller aux discussions politiques, c'est une chose. Et les accords qui vont être conclus, les respecter, c'est autre chose également. Et au Togo, là aussi, on a une tradition, on a une histoire. Alors, de ce point de vue, Joël, les gars, et le peuple, doit-il continuer à maintenir la pression sur les deux entités, et sur l'opposition et sur le pouvoir, pour que ce couple nous sorte finalement un enfant, un bébé sain? Oui, mais attendez, c'est pas seulement le peuple, l'opposition avait dit qu'ils vont maintenir la pression et ils vont maintenir le double langage pression et négociation. La double stratégie plutôt, pression et négociation. Alors maintenant, quand vous demandez si le peuple, en ce qui le concerne, doit mettre la pression, mais tant que tu n'as pas obtenu gain de cause, qu'est-ce que tu fais? Tu maintiens la pression? Mais la preuve, on a la preuve avec le personnel de la santé, le personnel de l'éducation depuis 4 ans. On a fait tourner en rond, la grève est là. Maintenant, je voudrais rebondir un peu sur ce que Acha a dit. Nous souhaiterons vraiment que le style anglo-saxon prédomine dans ces discussions-là qui vont se mener. Et parce que j'avais déjà soulevé que le communiqué du 8 février a été vraiment laconique. Et le communiqué a déclaré et s'est désaffirmé après. On ne peut pas dire on commence le dialogue le 15 et dans le même communiqué on dit après que la liste des participants et autres là fera l'objet de discussion dans les préliminaires. Qui gère les préliminaires? Le temps est en train de couler, de s'écouler. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de préliminaires jusqu'à ce jour?
Est-ce que c'est les médiateurs qui gèrent? Ou bien c'est les préliminaires vont commencer le 15, ça veut dire que le 15 n'est pas la date du début du dialogue alors? Hein? Parce que vous estimez que parler des incendies, parler de la libération de ceux qui ont été arrêtés depuis le 19, ce n'est pas l'essentiel. Non, ce n'est pas l'essentiel. Même la liste des participants, ce n'est pas. On Ça veut dire connaît que tout ça là, ça doit faire partie des préliminaires qui devaient normalement se dérouler au jour actuellement où on est en train de parler. Ça veut dire que quand on rentre le 15, on sait que bon, on est allé pour discuter de temps dans le dialogue. Peut-être que tout cela est en train de se passer. Voici les participants, vivement que ce soit le cas. Maintenant, quand je parle toujours, quand je veux surfer sur le volet anglo-saxon que Acha a touché du doigt, et il se fait que, comme vous l'avez dit, on a connu, c'est parce qu'on a mal exécuté les accords issus des autres dialogues qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Donc, que ceux qui vont rentrer dans la salle se dire non, ça sera toujours le même tour qu'on a joué en 2006 lors des APG. On a signé les APG, mais on n'a pas exécuté. Je crois qu'il devrait se référer. Il devrait se référer au communiqué du 22 septembre publié par le groupe des 5. Et heureusement qu'à la tête du groupe des 5 aujourd'hui, le groupe des 5 est piloté par un anglo-saxon, les Américains, et qui ont bien pris soin de dire qu'il faut qu'un dialogue se mène dans l'esprit de l'APG. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été exécuté dans l'APG, c'est-à-dire que le dialogue qui doit se tenir se penche sur le reliquat en fait de l'APG qui divise aujourd'hui, dont le niveau d'application divise aujourd'hui. 2 minutes seulement sur cette question. Par rapport à ce communiqué, je voudrais réagir par rapport à ce communiqué. Vous savez, quand vous lisez au bas du communiqué, vous allez sentir qu'il y a une certaine influence de ceux qui sont au pouvoir dans ce communiqué. Non, mais comment ça? Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Vous savez, rien ne se fait gratuitement dans ce pays quand il s'agit des intérêts politiques. Quand vous lisez, on vous dit que les marches, à compter de la date de signature, il n'y aura plus de marches. Oui. Ça voudrait dire que d'abord la marche, ça gêne beaucoup ceux qui sont au pouvoir. Ça, tout le monde le sait. Non, ça, tout le monde le sait. Oui, mais l'économie, tout ça. Et moi, ça me fait mal quand ça dérange l'économie. Mais au moment, qu'est-ce que les gens doivent faire pour que l'on quitte le terrain des marches? Parce que tous, même dans la coalition, ne sont pas pour la marche, mais ils sont obligés d'y aller. Pour ceux-là, il faudrait qu'ils comprennent là, ceux qui sont dans la coalition, des opposants dans la coalition, ceux-là doivent comprendre qu'en réalité, la marche est une puissante arme. Moi, j'ai compris que, dans ces 6 mois, j'ai compris que cette marche-là est une puissante arme. Maintenant, il faudrait que le pouvoir ait la bonne foi de rentrer dans les réelles discussions avec la coalition pour sortir le Togo de la crise. Parce que le communiqué en bas, vous ne pouvez pas interdire aux gens qui ont déjà programmé de marcher de ne pas le faire. Et je dis, si eux, ils avaient été maladroits de suspendre cette manifestation du samedi, vous allez... J'ai compris que c'est des gens qui sont intelligents. Non, c'était des deux côtés. Parce qu'il y avait une aussi qui avait sa manifestation. Les gens sont subtils dans cette coalition. En tout cas, il faudrait qu'ils maintiennent le cap. On a écouté le samedi, je pense, Mme Brigitte Adjamabo-Johnson, qui rappelait que les manifestations publiques, ce sont des droits de la Constitution et ils n'entendent pas se soumettre à ces exigences des facilitateurs. Fioclo d'Anglenou, et puis on va passer à notre sujet. Oui, je disais que vous avez demandé si ce dialogue sera la dernière fois. Oui, bien sûr. Pour la dernière fois, le bon. Bon, moi, je vais dire que le pouvoir en place même reconnaît que depuis 5 ou 6 mois, la cohésion sociale n'existe plus, les valeurs togolaises ne sont plus respectées et que le chômage, l'injustice sociale a mis les gens dans les rues en dehors des réformes constitutionnelles. Si je me souviens bien, déjà le 5 septembre, pour les réformes constitutionnelles, de mandat, de tout ça là, c'est déjà réglé. Maintenant, il lui appartient. Le pouvoir. Il lui appartient, bien sûr, je parle du pouvoir, il lui appartient de respecter les accords qui seront issus de ce dialogue. Parce que quand il y a opposition, le pouvoir en place doit respecter l'opposition et l'opposition aussi doit respecter le pouvoir en place et la confiance mutuelle doit renaître. Voilà. Il y a déficit de confiance. Il faut restaurer. Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème au En fait, c'est le fond du problème. C'est ça. Comment est-ce qu'il faut régler ça? Oui, c'est ça. C'est ce qui a mené à aller chercher un médiateur. Voilà, c'est la sincérité. Sinon, les Togolais même peuvent se retrouver autour du table pour trouver une solution à la crise. Ce déficit de confiance crée un grand tort aux politiques. Donc, il faut nécessairement qu'au bout de ce dialogue,
le résultat soit appliqué à la lettre. Monsieur, je voulais vous interroger sur une situation qui se passe dans la CEDEAO. Vous savez, depuis plusieurs semaines déjà, il n'y a pas que le Togo qui est en crise. Il y a aussi une crise au niveau de la Guinée-Bissau. Et cette décision du président togolais, qui est, vous le savez, président en exercice de la CEDEAO, ils ont décidé, et c'est Faure Gnassingbé qui a signé le communiqué, de sanctionner certaines personnalités bissau-guinéennes. Ces personnalités, on les a identifiées comme faisant entorse ou bloquant l'évolution normale de la marche démocratique dans ce pays. Déficit démocratique, le non-respect de l'état de droit, et on les a sanctionnés. Comment est-ce que vous appréciez ça, Achaï Rahim d'abord? Non, Oui, il faut, bien sûr, vous, non, hein. oui, mais il faut dire que le président togolais, M. Faure Gnassingbé, c'est lui le président en exercice. Et donc, quand il y a un foyer de tension, il ne peut que aller voir ce qui se passe là-bas, constater de visu les points qui font que la sortie de crise au niveau de la Guinée-Bissau ne marche pas. Et s'il y a à prendre des sanctions, c'est prévu par les tests de la CEDEAO. Je pense que c'est en adéquation avec les tests de la CEDEAO que ces sanctions ont été prises en l'encontre de certaines personnes identifiées comme ne militant pas en faveur du retour à la normale dans ce pays. Et donc c'est par rapport au test de la CEDEAO que le chef de l'État togolais a agi en tant que chef président, en tout cas en exercice de la CEDEAO. Oui. Il lui revient quand même de tout faire pour que cette organisation sous-régionale puisse être présente dans le règlement des conflits. C'est ce qu'il a fait et je pense qu'on ne peut que le tirer chapeau parce qu'il a pris la bonne option et ça peut amener, ça peut dissuader les partis en conflit en Guinée-Bissau et ça peut aussi contribuer à ce que la paix revienne là-bas. Joël, les gars, on décide de sanctionner des gens parce que ces personnes ne favorisent pas la restauration de la gouvernance démocratique. Ce sont les thèmes qui sont utilisés et le respect de l'état de droit en République de Guinée-Bissau. Oui, moi je trouve que c'est je trouve que c'est courageux ce management là que le chef de l'État togolais a imprimé, et parce que on a remarqué une implication active de la CEDEAO dans la crise bissau-guinéenne. Ce n'est pas le timing qu'on connaît où on fait des concertations, on met 1, 2, 3 mois après pour revenir après. Mais on a remarqué que certainement avec son bras opérationnel Robert Doucet, qui n'a jamais manqué de faire preuve de son dynamisme, la CEDEAO a été présente dans cette crise-là depuis 2-3 mois déjà. Et cette décision, moi j'ai une lecture de cette décision, je me rends compte que Faure Gnassingbé, il connaît très bien ce qu'il faut faire quand ça ne va pas. Il le sait très bien, parce que en sa place, un autre chef d'État peut-être on allait traîner sur la truite de cette décision. Aujourd'hui que le Togo a accueilli la rencontre des ministres qui s'est penchée sur les réformes institutionnelles de la CEDEAO. Quand on parle de réformes institutionnelles, c'est parce qu'on sait que ça ne tourne pas comme ça doit l'être. Et donc, il faut lui imprimer une autre dynamique. C'est ce que le chef d'État lui-même, je crois qu'il a voulu donner le modèle, il a voulu donner l'exemple. Et quand Faure Gnassingbé agit comme ça à l'international, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il nous surprenne aussi dans la crise togolaise. Il faut qu'on s'attende à ce qui nous surprenne également dans la crise togolaise. Donc vous voyez deux personnes. Oui, je vois deux personnes justement. Je vois deux personnes qui également, justement, cette personne-là qu'on voit à l'extérieur peut se transposer subitement au Togo pour nous surprendre d'ici 2020. Alors vous voulez qu'il soit candidat en 2020. Tu fais allusion à quoi Non, par attendez. rapport à 2020. Non, par rapport on va traîner la crise jusqu'en 2020. De la CEDEAO. La CEDEAO qui demande à ce que des gens respectent, n'est-ce pas, la gouvernance démocratique et l'état de droit en Guinée-Bissau. Oui, je crois que c'est là le grand paradoxe. Vous savez que le président de la CEDEAO, c'est Faure Gnassingbé, qui même vit actuellement une crise. Et il est normal qu'il réagisse par rapport à ce qui se passe en Guinée-Bissau. Et surtout que ce pays est détruit par la drogue depuis des années. Aujourd'hui, on essaie de ramener ce pays dans le Conseil des Nations. Et c'est normal qu'en tant que chef d'État, président de la CEDEAO, il puisse réagir. Sauf que dans sa réaction, d'aucuns peut le lire comme étant une réaction paradoxale. Il vit la même situation ici, qui ne s'est pas estompée.
Et La gouvernance démocratique. Oui, le Togo n'est pas encore une démocratie. Et qu'au même moment, le feu qui brûle chez lui n'a pas encore éteint. Ce feu-là, il est en train d'aller éteindre le feu en Guinée. Ce qui a fait que ça a fait, c'est la pression même de la commission de la CEDEAO et des pairs qui ont fait qu'il est obligé d'agir en Guinée-Bissau. Autrement dit, il ne le ferait pas pour ne pas avoir un retour. Oui, pour ne pas avoir un retour. Non, pour ne pas avoir un retour conséquent. Hein? Ce retour-là, c'est le fait de dire de lui dois-tu du doigt, mais toi-même tu as des problèmes, si toi tu n'arrives pas à régler, tu vas aller régler le problème. C'est pourquoi il est important et intéressant d'être blanc. Quand vous êtes clean dans votre démarche, mais quand vous ne souffrez de qu'un problème, vous avez la clairvoyance d'agir. C'est ce que les Obasanjo, les Boari ou autres ont dû faire en certains moments. Quand il s'agit du cas gambien, ça ne souffrait d'aucune ambiguïté parce que tout le monde savait que ce monsieur était un dictateur. Même s'il a des amis dans la sous-région, il y avait une certaine unanimité. Aujourd'hui, Ford transporte le sac de porc épic ou des hérissons. Ça y est, on a chez nous, on dit Ramadan Koutokou Beklale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son problème n'est pas. Il a même le problème, il a même sur le dos comme une bosse. Maintenant, il est obligé d'aller régler ça. Maintenant, dans l'intelligence politique, je crois qu'il est important que Faure Gnassingbé agisse sur ce dialogue. C'est pourquoi nous, au départ, on avait dit que lui-même doit être présent dans ce dialogue. Sur toutes les plateformes, vous allez lire, le problème du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Le problème du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Parce que c'est l'armée qui l'a amené là-bas. Et si Faure décide de quitter, il laisse pantois l'armée comme ça, et les gens sont obligés de venir à la gouvernance démocratique. Obligatoirement. En ne le faisant pas, ils seront sanctionnés dans la sous-région. D'accord. Donc aujourd'hui, lui, il est dans un jeu paradoxal. Autant dire, je l'encourage à agir dans le cas politique guinéen, mais au retour, qu'il en fasse de même au cours du dialogue pour sortir le Togo de la crise. Bien, et comme le confrère Liberté l'a écrit ce matin, hein, en parlant même du monde à l'envers, Faure Gnassingbé, le torpilleur de l'APG, fait sanctionner le pouvoir de Bissau pour non-respect d'accord. Oui, ben, enfin, là vous souriez tous, là, bien clos. Vous savez, le problème de la Guinée-Bissau ne date pas d'aujourd'hui, et c'est un pays de plusieurs coups d'État, et les officiers supérieurs, les hommes d'affaires, tous sont trempés dans de la drogue. Ce qui veut dire que le pouvoir est toujours cherché, et ceux qui ont ce pouvoir en main essayent d'éliminer les autres. Oui. Ce qui veut dire que la CEDEAO a envoyé une force de 500 hommes dans ce pays et qui maintient la paix jusqu'à ce jour. Oui. Ça fait de cela 30 ou 45 jours qu'une délégation est partie là-bas pour la nomination du Premier ministre qui posait problème. On lui a donné 3 noms pour que l'un d'eux soit nommé Premier ministre, mais il a fait la nomination du Premier ministre, mais celui qui l'a nommé ne fait pas partie des 3 noms qui a été cités. Il entrave ce qui a été dit et conclu à Conakry, d'où on parle d'accord de Conakry. Aujourd'hui, il est clair et le président en fonction là-bas sait que si les 500 hommes de la CEDEAO sont retirés, il doit avoir coup d'État et autres. C'est pourquoi il essaie de jouer le jeu. Le président en exercice de la CEDEAO, en consultation avec l'ancien président de l'OUA, M. Alpha Condé, il a pris la décision, la sage décision qu'il faut prendre pour contraindre les hommes politiques bissau-guinéennes à revenir à la raison. Ce qui veut dire que c'est une bonne chose, même si les collègues ou bien les confrères dans ce studio font une comparaison avec Faure sur la situation togolaise. Non, moi je pense c'est pas bon. Est-ce que c'est pas bon? C'est pas bon. Ce qui a été fait au niveau de la Guinée-Bissau, je pense que c'est des initiatives à saluer. Et maintenant, ce que nous demandons, c'est qu'au niveau du Togo, nous allons vers un dialogue. Si ce dialogue débouche sur des accords, je pense que
Il faut qu'on reste en désaccord. n'hésiterait pas quand même à sanctionner tous ceux qui feront entrave à la mise en œuvre de ces accords. Je pense que nous avons affaire à un président légaliste que nous avons appris à connaître. Il est légaliste, il aime toujours la légalité. Donc lorsqu'il y aura des gens qui vont aller à l'encontre des dispositions prises ou bien du commun accord issu des protagonistes au niveau de la crise togolaise, je pense que M. Faure Gnassingbé n'hésiterait pas à prendre le problème du Togo, en tout cas, les dispositions qu'il faille plutôt pour le que problème les du choses Togo, aillent bien. c'est le fait de signer des accords et de le mettre au tiroir. C'est ça le Togo, le problème. Donc aujourd'hui, c'est ce que Acha dit. Si ils sont conscients réellement que le Togo souffre et les Togolais souffrent et que les gens quittent le pays en masse, il faut qu'ils signent cet accord et le mettre en œuvre. Des deux côtés. Il faut celui qui doit mettre en œuvre, c'est ceux qui sont au pouvoir. Non, mais ceux qui ne sont pas au pouvoir sont obligés aussi de favoriser, de œuvrer aussi à ce que ces accords-là puissent être traduits dans les faits. Merci beaucoup. Vous savez, le Front social, il ne faut pas aussi l'oublier, est toujours en élection, comme quelqu'un l'a dit. Même le campus actuellement. Le campus actuellement aussi. Parce que les présidents de LTDE, tout ça ont été pris. Je viens de l'apprendre. Ils ont été pris tout à l'heure avec leur groupe, le bureau. Sativi, oui, on vient d'avoir l'information. On va la vérifier quand même. Après, il y a la santé, il y a l'éducation. Ça bouillonne toujours. Et cette semaine, les enseignants ont encore reconduit leurs 3 jours de mouvement, de grève. Et le secteur de la santé, les gens de la santé, les médecins aussi, ont reconduit leur mouvement à partir de demain. Demain et jeudi, les hôpitaux publics ne travailleront pas. Il y aura un service minimum. La dernière fois, on a même renseigné que par endroit, il n'y a même pas de service minimum, ce qui était extrêmement grave. Est-ce qu'il ne faut pas régler une fois pour de bon ces problèmes-là? Parce que, selon nos informations, depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu de discussion entre les grévistes et les gouvernants. Joël. Oui, mais je pense que celui qui ne veut pas, enfin qui ne prête pas le flanc à ce qu'on règle définitivement cette crise, il sait là où il va. Il sait là où il va. Peut-être on le fait opérer de la vie de ceux-là à qui on a confié la gestion. Et peut-être on le fait opérer à quelle fin? On le sait parce que quand vous le dites, moi, sincèrement, je viens d'apprendre l'information. Or, demain, par exemple, il me faut aller retirer des résultats d'une analyse pour un malade dont le cas est très critique. Alors, si vous ne le faites pas aujourd'hui... Non, ça veut dire que le rendez-vous a été donné sur demain. Et s'il faut attendre 48 heures, vous voyez, moi, journaliste, vous connaissez l'état, presque notre revenu, la condition dans laquelle on travaille, s'il faut attendre encore 48 heures, supporter un malade, avec tout ce que ça entraîne, vous voyez les conséquences. Donc voilà, mais celui-là qui suit actuellement l'émission, il a les moyens de faire, d'empêcher qu'on aille à la grève. Mais s'il refuse de le faire, il sait pour ce que le dit sa conscience. Oui, moi je pensais que... Parce qu'on parle des enseignants, hein, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la santé. C'est compliqué à gérer. Moi, je pensais que la nomination du professeur Medinawa comme ministre de la Santé allait arranger beaucoup de choses. Mais quand tu poses des questions aux médecins, aux praticiens de la santé, ils disent qu'ils sont très, très, très déçus de leur ministre. Très, très déçus que la déception est trop profonde et très profonde à la fois. C'est une question de leadership. J'ai toujours dit que quand on vous nomme à des postes, il faut tout faire pour montrer que vous êtes capable de travailler à ce poste. Le problème actuel du pays, c'est que nous avons un Premier ministre qui manque d'initiative. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Le Premier ministre devrait être sur tous les fronts, devrait diagnostiquer tous les problèmes, appeler les ministres à avoir obligation de résultats. Mais nous constatons que... Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne le fait pas? Mais puisque rien ne bouge, il ne le fait pas. C'est lui qui incarne l'exécutif. C'est à lui de prendre des initiatives. Si on le voyait sur des fronts, si on le voyait peut-être aller rencontrer le personnel soignant, leur parler, leur faire des propositions, leur faire des promesses, ça serait fait. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, nous sommes en train de faire ceci. Regardez pour le simple document de statut particulier. Un document, mais qui traîne. Ça fait plus de 6 à 7 mois. Les enseignants ont le sentiment d'être tournés en bourrique. Mais s'il y avait un homme pragmatique, un homme qui a un certain leadership à afficher, je pense que même si le document n'est pas complet, le langage à tenir devant les interlocuteurs peut les amener à espérer
Bien. Ambroise, on Vous va savez, finir là-dessus. je suivais un confrère la dernière fois parler des enseignants. Je m'étais énervé, Non, c'est son avis. mais je me dis que c'est son opinion. Oui, bien sûr. Peut-être qui en ce Comme vous moment... aussi, vous énervez certains. Oui, non, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on parle d'enseignants, j'ai l'impression que beaucoup ne maîtrisent pas le travail d'enseignant. J'ai rencontré une dame Ambroise, 45 secondes. qui enseigne au primaire. Elle est venue à l'église, elle est pratiquement... Tu risques de la confondre à une folle. Tu sais pourquoi? Elle me dit que ce n'est pas du chocolat, ce n'est pas facile d'être enseignant. Elle n'a même pas le dimanche pour elle. Ça veut dire quoi? Les fiches des cours, tous les jours, tu le fais. Vous savez, enseigner, ce n'est pas facile d'enseigner. C'est pourquoi Omar Bongo avait compris, il avait garni les enseignants. Père à son âme. Des primes. C'est-à-dire que les enseignants sont au-delà de 1,5 million. Ici, les enseignants du primaire, catégorie C ou quoi, B, je ne sais pas s'ils ont au-delà de 60 000. Non. C'est pour vous dire. Pas ça. Non, salaire de base. Je ne parle d'accord. pas des primes et des indemnités. C'est pour vous dire que la lutte que les enseignants font, il faut les encourager à obtenir ce qu'ils veulent. Parce que tu n'as pas de vie. L'enseignant n'a pas de vie. Tel qu'un banquier d'une banque internationale, ici basée à Lomé, vous le dira, même le dimanche, le chef d'agence va à la banque et quitte à 21h, 22h. Donc, il y a des gens qui travaillent qui n'ont plus de vie. Pour le cas des médecins, on ne vous dit pas ceux-là qui sont morts, c'est 2 jours. Passé. Les jours qu'on a fait la grève. Si vous n'avez pas un membre de famille qui est à l'hôpital actuellement, vous ne saurez pas ce qui se passe. C'est pour vous dire que il faut qu'on règle le problème. Une fois pour de bon. Une fois pour de bon. Merci Ambroise. Messieurs, merci beaucoup. Ambroise Kondjo, du journal The Guardian. Fraternité dans les kiosques demain avec Joël, les gars, c'est ça? Bien sûr, demain. bien sûr. Merci beaucoup à Tcha Ibrahim, Temps Nouveau et Fioclo à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Merci à Emmanuel Afanangbe qui assure la coordination. Appelez-moi Saint-Éric Gator. À demain. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.